Alors, ce matin, vous avez accepté de nous partager vos analyses des transformations de l'institution scolaire et plus spécifiquement de ce que vous appelez la disqualification de la forme scolaire et la désagrégation du système éducatif. Donc, voilà, c'est pas rien, ce sont des gros enjeux. On est vraiment très heureux de vous entendre là-dessus, notamment parce que ces évolutions de l'institution scolaire constituent un des arrière-plans en tout cas on en fait l'hypothèse dans le projet versé, de l'émergence d'un accompagnement scolaire de type coaching, donc de l'émergence du coaching dans le système scolaire, dans les écoles. Là, je vous cède maintenant la parole pour une présentation d'environ 50 minutes à 1 heure. Donc, que vous avez intitulé, le titre est là, décrire et comprendre le processus de dissolution des systèmes scolaires dans un vaste système éducatif marchandisé. Et à la suite de votre exposé, donc Véronique Begrage, qui est là, qui est donc chercheur de l'équipe EFC Coaching Rituals en charge de la scène de l'éducation, prendra ensuite la parole pour introduire la discussion de votre exposé et de vos travaux généralement avec l'ensemble de la salle. Voilà, merci d'être là et je vous cède maintenant la parole. Voilà, mais merci aussi de m'accueillir, de m'inviter, de me donner l'occasion de défendre mes thèses et de faire un pont avec le coaching. Hein. Donc, je dois dire que je n'ai pas encore pris le temps, parce que souvent on dit qu'on n'a pas eu le temps, mais moi, je n'ai pas pris le temps encore de lire plusieurs des textes qui sont issus de votre recherche, et ça m'intéresse parce que ma réflexion, en fait, se consiste à replacer l'école dans un ensemble beaucoup plus vaste, celui de l'éducation, parce que je trouve vraiment que je déplore que les sciences de l'éducation et la sociologie consacrent beaucoup trop d'énergie à l'analyse de l'école et pas assez d'énergie à l'analyse de toutes les autres formes d'éducation. Voilà, et donc c'est... Mon objet, c'est notamment replacer l'école dans la société, mais replacer aussi l'école dans l'ensemble des dispositifs éducatifs. Parce que ça permet pour moi de réinterroger autrement l'école et d'amener, par rapport à la question scolaire, de nouvelles interrogations, de nouvelles problématisations. Voilà. Et donc, effectivement, l'exposé que je vais faire aujourd'hui se base sur un livre que j'ai commencé à écrire avant d'être retraité, mais que je poursuis maintenant, et qui comporte effectivement 2 grands volets, un volet plus analytique, qui essaie de décoder les évolutions actuelles, et puis un volet plus propositionnel. Et mon intervention d'aujourd'hui, je vais la centrer sur l'aspect analytique, même si j'ai quelques dias préparé quelques dias pour l'aspect propositionnel, mais que je survolerai si j'en ai le temps, voilà. Donc, mais l'essentiel quand même, c'est d'abord d'essayer de dire comment j'analyse les évolutions en cours. Un rapide survol historique du développement de l'école, de l'institutionnalisation de l'école, et puis un deuxième temps qui est plus centré sur les dernières décennies, de voir un peu que cette institution est mise en difficulté et comprendre un peu les évolutions qui l'affectent. Et puis un troisième temps qui est défendre la thèse qu'une partie de ces évolutions, enfin qu'une bonne partie de ces évolutions sont liées à l'évolution de l'imaginaire social. Et donc là, je reprends les thèses de Castoriadis. Voilà, donc c'est l'essentiel de mon exposé. Voilà. Et donc la première partie, c'est quand l'école devint hégémonique. Bon, mais d'abord, la mise au point sur 2 concepts que j'utilise tout au long de l'ouvrage, donc le concept d'institution d'une part, le concept de forme d'autre part. Donc, la manière dont j'ai formalisé une institution, donc c'est de dire que c'est un ensemble de contextes d'action. Et c'est quoi un contexte d'action? Ben, un contexte d'action, c'est en fait une unité spatio-temporelle qui en fait se termine, se clôture, s'ouvre et se clôture à partir du moment où les éléments qui composent cet espace-temps changent. Et donc, les éléments qui composent cet espace-temps, c'est les personnes, les artefacts et les règles. Donc ici, nous sommes dans un contexte d'action.
la classe, le cours, c'est un contexte d'action, mais on peut aussi dire que si, par exemple, le prof met ses élèves au travail en sous-groupe, chaque sous-groupe est un contexte d'action qui est inséré. Et bon, et donc on peut voir qu'on peut définir le contexte d'action de manière plus ou moins précise. Mais donc l'idée, c'est vraiment une unité spatio-temporelle durant laquelle les personnes, les artefacts et les règles ne changent pas ou changent de manière marginale. Donc, une institution, c'est un ensemble de contextes d'action. Donc, l'institution scolaire est un ensemble de cours hein, organisés en un système. Et le système, il organise donc des flux et des signaux pour organiser les flux entre les contextes d'action. Et puis, un système, c'est quelque chose aussi qui interagit avec son environnement, par rapport auquel il est plus ou moins clôturé. Et donc, là aussi, il y a des flux et des signaux qui régissent les flux entre le système et son environnement. Et donc, quand les contextes d'action, le système et l'environnement ont chacun une forme stable, on peut dire qu'on est face à une institution. Et donc, je mobilise le concept de forme. Et le concept de forme que je présente de manière imagée, c'est un moule commun, mais qui n'empêche pas des variations de contenu, qui permet d'avoir donc pas de feuilleté ou pas de brisé, de garnir de pommes, de pois, de prunes ou puis de mettre des garnitures différentes, et puis de l'insérer dans des environnements qui eux aussi peuvent être différents. Mais donc, la forme, c'est vraiment le moule commun qu'on peut repérer au-delà des variations. Et donc, effectivement, quand on regarde un système scolaire anglais ou français ou belge francophone, il y a des variations. Mais quelque part, l'hypothèse, c'est que derrière ces variations, on peut identifier une forme commune qu'on pourra appeler la forme scolaire. Voilà. Et donc, je parle donc de ces deux concepts d'institution et de forme. Et donc, si je regarde l'histoire de l'école à partir de ces concepts, je dirais qu'il y a un triple processus instituant. Donc, on a donc un ensemble de contextes d'action organisés en système qui interagit avec un environnement. Le contexte d'action, je dirais que c'est la forme scolaire. Et là, je reprends le concept de Guy Vincent, l'analyse de Guy Vincent, mais quand même en la repositionnant, vraiment en centrant la forme scolaire sur le contexte d'action, donc ces espaces micro, donc en quelque sorte sur l'interaction éducative pédagogique, et pas nécessairement sur l'ensemble du système. Donc j'applique le concept de forme scolaire au contexte d'action qui va par exemple être le cours. Hein. Un système donc, de forme que je qualifie de forme administrée et un environnement que je qualifie de forme nationale. Et donc, quand on parle de systèmes scolaires nationaux, d'ailleurs, hein, c'est le terme voilà, qui décline bien un système scolaire qui renvoie au contexte d'action national, qui renvoie à l'environnement. Et ce sont ces trois niveaux qui se sont institués dans cet ordre-là. Donc, un temps 1 qui a démarré à la fin du XVe siècle pour ce qui concerne les contextes d'action, des systèmes qui ont commencé un peu après, mais qui ont mis longtemps à s'instituer, et la forme nationale qui est plus tardive, puisque, comme vous le savez, les systèmes scolaires étaient jusqu'alors, au départ en tous les cas, aux mains exclusives pratiquement des églises. Alors donc, pour chacun de ces trois niveaux, contexte d'action, système et environnement, je retrace rapidement l'historique et je décris les caractéristiques de la forme. Donc, on a d'abord institué les contextes d'action de forme scolaire, et ça démarre fin du XVe siècle au niveau des collèges, pas au niveau des écoles élémentaires, mais plutôt au niveau des collèges, avec notamment les collèges des frères de la vie commune aux Pays-Bas, qui ont essaimé assez vite au début du XVIe siècle, tant et si bien que, donc, comme vous voyez ici
la citation d'un historien qui dit que vers 1530, la plupart des collèges parisiens adoptent les méthodes néerlandaises. Et vous allez voir qu'on retrouve ce qui va persister et s'instituer à la longue, la division en classes selon la progression des études, la disposition ordonnée des salles de cours avec des bancs soigneusement alignés, les horaires stricts découpant la journée en une succession d'exercices variés et les promotions et les examens. Donc, voilà des caractéristiques qui étaient déjà présentes là, fin du XIVe, XVe siècle, mais dans des espaces très limités, très réduits. L'institution, et puis qui ont été repris avec des modifications partielles par les collèges protestants et jésuites qui se sont développés. Et puis, c'est seulement au XVIIe siècle qu'on voit apparaître un peu cette forme dans les écoles élémentaires. Avec, là, notamment à Lyon, Jacques de Bettencourt, enfin non, là c'est plutôt Paris, Jacques de Bettencourt, l'école paroissiale, et puis vraiment, le moment clé, c'est Jean-Baptiste de La Salle avec les écoles des frères des écoles chrétiennes, donc qui vraiment institutionnalise à l'échelle de l'école élémentaire, mais toujours dans un nombre limité d'écoles, ces principes, en gros, que je viens de décrire. Il y aura des essais, disons, alternatifs, de modèles alternatifs, par exemple l'enseignement mutuel, qui consistait vraiment à organiser la classe en pariant beaucoup plus sur les interactions entre les élèves, puisque quelque part c'était le maître qui apprenait à certains élèves qui eux-mêmes étaient chargés de faire apprendre à d'autres, etc. Mais bon, voilà, ce sont des modèles qui, par exemple, dans ce cas-ci, a été développé en Angleterre, puis a essaimé en France, etc., mais dont la portée a été peu durable et qui a été d'ailleurs combattue par des congrégations comme les frères des écoles chrétiennes. Voilà, et donc la forme scolaire est assez précoce en quelque sorte, mais elle met du temps à se diffuser partout, puisque au XVIIIe siècle et même encore au XIXe siècle, il y a encore des modèles d'école élémentaire qui ne correspondent pas à la forme scolaire développée notamment par Jean-Baptiste de La Salle. Alors, c'est quoi une forme scolaire des contextes d'action? C'est quoi la forme scolaire? Bon, je l'ai caractérisée par 4 caractéristiques, 4 principes en quelque sorte. Le principe de programmation, donc on a défini un chemin qu'il faut faire suivre dans l'ordre avec donc une décomposition notamment des matières. On sait qu'on doit apprendre l'addition avant d'apprendre la division, etc., etc. Voilà, donc du plus simple au plus complexe, les bases, pour pouvoir après développer sur ces bases quelque chose un enseignement cohérent. Voilà. La programmation, donc. Ensuite, l'indifférenciation. Dans ces différentes cellules, en quelque sorte, on traite les élèves de manière identique, quelles que soient leurs caractéristiques. Ils doivent, en quelque sorte, se couler dans le moule plutôt que l'enseignant s'adapte à eux. Et puis, troisième principe, le principe de transmission. Donc, c'est la matière qui est possédée par le maître et qui la transmet aux élèves. Et enfin, le principe de clôture avec donc une séparation assez claire entre ce qui est l'école, le temps où on apprend, et ce qui est la vie, la société, le temps où on peut agir. Et donc, il faut d'abord apprendre avant d'agir et pas apprendre en agissant ou agir en apprenant. Voilà les 4 principes. De nouveau, c'est en lien avec ce que développe Guy Vincent, mais je le restructure d'une certaine manière, pas très éloigné de ce qu'il propose, mais avec des petites variantes que je ne vais pas détailler ici. Donc voilà pour le premier niveau, les contextes d'action. Alors, les systèmes maintenant, donc je dis que les systèmes scolaires sont de forme administrée, et donc
en fait, dans un premier temps, les systèmes sont en fait extrêmement limités, donc, et en général quand même limités aux limites des congrégations religieuses. Et d'ailleurs, qui ne se limitent pas à un État national, qui souvent se développe dans plusieurs pays. Donc, les systèmes, ce sont des systèmes à l'échelle donc essentiellement des congrégations. Et le temps d'intégration de ces systèmes va prendre énormément de temps, puisque au début du 19e siècle, on a encore une distinction très claire entre les écoles élémentaires d'une part et les collèges. Voilà, c'est deux systèmes, enfin, c'est deux ensembles de systèmes, hein, parce qu'il n'y a pas un système d'école élémentaire et un système de collège, il y a des systèmes d'école élémentaire, des systèmes de collège, mais sans connexion vraiment entre les deux entités. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, on a encore clairement, en Belgique ou en France, les ordres primaires et secondaires qui sont donc vraiment séparés et qui, chacun, en quelque sorte, ont développé des excroissances qui empiètent, enfin, qui empiètent sur le domaine d'autrui, puisque les collèges ont, ceux qui, pour préparer les enfants à entrer dans le collège, ont développé des classes de ce qu'on appellerait des classes primaires maintenant, et les écoles élémentaires ont développé, pour ceux qui ne passent pas au collège, des années qu'on appellerait pour l'instant des années du secondaire. Hein. Mais donc, on a deux ordres clairement séparés, il n'y a pas d'intégration. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit se développer l'enseignement préscolaire, qu'on nomme préscolaire, enfin en France en tous les cas, qu'on nomme préscolaire plutôt que maternelle ou enfantine, qui marque quelque part une intégration partielle du préscolaire dans le système scolaire, avec quand même des différences. Et puis, il faut vraiment attendre les années 60-70 pour que vraiment les deux ordres, l'ordre élémentaire et l'ordre secondaire, soient intégrés. Donc, en Belgique, c'est en 1975 que vraiment les dernières, bon, avant, il y avait déjà eu cessation progressive des écoles élémentaires autonomes, mais voilà, officiellement, c'est en 75 et en France, c'est une guerre plus précoce. Hein. Donc voilà, on voit que le système, et donc aujourd'hui, les niveaux primaires et secondaires ordinaires constituent le cœur des systèmes, et au-delà, les frontières du système sont floues et variables selon les pays et les époques. Hein. Donc, quid de l'enseignement maternel, quid de l'enseignement en alternance, quid de la promotion sociale. Enfin, on voit qu'il y a autour de ces gros objets-là des objets qui sont plus ou moins intégrés dans le système, mais différents malgré tout. Hein. Et donc, je dis que le système scolaire a une forme administrée. Pourquoi? Parce qu'il est régi par des règles et par des structures hiérarchiques. Des règles qui sont définies centralement et qui sont appliquées uniformément dans l'ensemble du système, et donc des structures hiérarchiques qui sont censées être là pour cadrer l'application des règles. Et donc, citer quelques règles, il y a notamment les règles qui régissent, parce que c'est quand même essentiel, les flux des élèves, et ces règles consistent notamment à définir les modules, c'est-à-dire à regrouper déjà les contextes d'action, donc que j'ai assimilé à un cours, les contextes d'action dans des années d'études. Une année d'études est un ensemble de contextes d'action qu'on a définis. Il y a autant d'heures de maths, autant d'heures de français, etc. Et donc, on a intégré ça dans le concept d'année d'études. Il faut alors ensuite définir les règles qui ordonnent ces modules annuels d'une année, enfin les uns par rapport aux autres. Donc, on ordonnance les années d'études. Et puis après, il faut des signaux qui permettent les flux d'élèves entre ces modules, et ce sont donc les évaluations, mais des signaux aussi pour les flux entrants, c'est essentiellement l'âge, et pour les flux sortants, les certifications. Et toutes ces règles sont définies centralement et appliquées donc de manière hiérarchique. Et donc on peut dire que quelque part le système consiste à organiser
le cycle continuel de ce que moi j'appelle écarter, éduquer, étiqueter. On écarte, donc déjà en entrant, donc on écarte l'enfant de son milieu familial, on le met dans un espace relativement clos par rapport à la vie environnante. Ah oui, il y a des bruits, mais je crois que c'est quelqu'un qui est en ligne et qui a fait du bruit. Donc, écarter, c'est aussi, une fois qu'on est dans le système, distribué entre les années d'études, entre les filières, etc., entre les options. Écarter pour éduquer, éduquer pour étiqueter, de manière à pouvoir, après, distribuer, donc de nouveau écarter pour éduquer, pour étiqueter, etc. Voilà donc à quoi ressemblent, selon moi, donc, les systèmes scolaires. Et troisième niveau, donc l'environnement dans lequel se trouve ce système, donc la société, que je dis donc être de forme nationale. Et donc, cet environnement, quelque part, dans lequel se trouvent les systèmes éducatifs, est assez tardif. Elle s'impose assez tardivement, puisque, comme je l'ai dit, pendant longtemps, l'école, l'enseignement est le domaine de l'Église, des églises, notamment catholiques et protestantes ici en Belgique ou en France. Et donc, il faut attendre vraiment la fin du XVIIe siècle pour que l'État oblige les églises, mais donc les églises, à organiser des écoles obligatoires et gratuites. Hein. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle et donc la Révolution française pour qu'on affirme le principe d'une école contrôlée, développée par l'État et obligatoire, mais c'est encore un principe qui met du temps à être traduit en actes. Et donc, c'est vraiment dans le courant du XIXe siècle que l'État commence à s'impliquer dans le développement des collèges, qui en fait avait été développé plus du fait d'une demande spontanée des populations qui revendiquaient en quelque sorte la création de collèges, mais qui s'instaurait de manière relativement anarchique ou via les congrégations. Et donc, il faut attendre vraiment le XIXe siècle pour que l'État commence peu à peu à s'impliquer. Donc, en quelque sorte, l'État est un État opportuniste et un État héritier. Un État opportuniste parce que, quelque part, il se saisit de systèmes qui se sont développés en dehors de lui-même et quelque part qui conviennent pour son projet. Parce que donc la forme administrée des systèmes convient à l'État, puisque l'État peut quelque part encore augmenter la puissance administrative des systèmes, puisqu'il dispose notamment de la loi et de l'impôt pour pouvoir renforcer cette forme administrée des systèmes. Et puis la forme scolaire, qui est des contextes d'action, doublée de la forme administrée des systèmes, convient au projet national, au projet donc d'intégration des individus dans un ensemble qui se veut unifié, hein, uniformisé, cohérent. Voilà. Donc un État opportuniste qui se saisit de quelque chose qui lui préexiste, mais un État qui est héritier et qui donc doit tenir compte de ce qui préexistait à son intervention et qui donc doit tenir compte des acteurs qui sont présents, avec lesquels il va devoir composer. Et on le sait bien en Belgique, mais pas rien qu'en Belgique. Pratiquement dans tous les États, l'État a composé plus ou moins aisément avec les initiatives antérieures scolaires. Et donc, l'État donne au système scolaire une forme nationale, donc, ce qui veut dire que, en devenant nationaux, les systèmes scolaires qui étaient avant parfois transnationaux se différencient l'un l'autre partiellement, tout en partageant ce que j'ai appelé les trois formes. Donc, chaque nation se distingue par une histoire, une culture, une économie, une configuration sociale, des organisations éducatives héritées différentes les uns des autres, et donc c'est colore en quelque sorte
ce que va devenir la forme nationale de chacun des systèmes scolaires. Et donc, l'État tient compte de ces différentes strates déposées par l'histoire. On le voit par exemple très bien, moi j'ai coordonné un numéro spécial de la revue internationale, un dossier plutôt de la revue internationale de Sèvres. Il y avait un article du Vietnam où là on voit vraiment le confucianisme et puis la colonisation française et puis le communisme et puis maintenant l'internationale libérale, on va dire ça comme ça. Et ces quatre strates apparaissent de manière claire comme étant subsistant encore et essayant de concilier et formant donc un système scolaire au Vietnam qui n'est pas exactement le même que celui d'autres systèmes scolaires nationaux. Et donc, les systèmes scolaires nationaux spécifient donc la forme scolaire des contextes d'action et la forme administrée du système. Par exemple, le type de pédagogie, plus précisément, la durée de l'obligation scolaire, la nature des cours, l'intitulé des cours qui doivent être donnés, la proportion de cursus communs et de cursus différenciés, etc. Et puis, il spécifie aussi les fonctions à remplir par le système scolaire pour l'environnement, et donc en dosant de manière différenciée les trois fonctions qu'on peut attribuer traditionnellement à l'école, la fonction d'intégration socioculturelle, la fonction de sublectivation et la fonction de distribution des élèves, enfin des jeunes, des futurs adultes dans les différentes places et fonctions à occuper dans la société. Voilà. Donc voilà cette institution scolaire qui donc met du temps à se mettre en place et qui devient hégémonique, et donc avec une emprise de l'école sur les temps de vie et sur l'espace symbolique. Donc sur les temps de vie, parce que bon, donc on le sait bien, le taux de scolarisation n'a fait que croître dans le monde, et l'école représente une part importante du temps de vie éveillé, mais qui est quand même inférieure à celle qu'on croit habituellement. Donc moi j'ai fait des calculs pour mesurer donc le temps que passaient les jeunes pour leurs 18 premières années à l'école. Et c'est donc à l'école, c'est-à-dire depuis le moment où ils entrent dans l'espace scolaire le matin avec un peu de garderie jusqu'à la fin avec un peu de garderie aussi, y compris le temps de midi. En général, quand j'interroge les gens, ils disent 30-40%. Non, c'est 20%. 20% du temps de vie, entre 0 et 18 ans, se passe à l'école, parce que quand on retire les week-ends, les congés scolaires et les heures passées chaque jour en dehors de l'école, on arrive à ce taux-là. Mais en même temps, c'est fou. En même temps, ça paraît peu, et en même temps, c'est fou que, quelque part, une puissance, un pouvoir ait pu imposer que chaque enfant passe 1/5 de sa vie dans un espace contrôlé par l'État. Hein, donc, et c'est en partie ce qui est remis en cause maintenant. Donc, c'est 20% de la vie éveillée. Hein, je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc, si on enlève le sommeil, hein, voilà, et les rêves, durant lesquels on apprend aussi. Donc, l'emprise de l'école sur les temps de vie, mais l'emprise aussi symbolique. Parce que donc, même si maintenant, de plus en plus, les diplômes, etc., sont contestés, la valeur des diplômes est contestée, malgré tout, ça continue à peser sur la vie des individus, le fait d'avoir tel diplôme plutôt que tel autre. On a vu aussi la forme scolaire se diffuser en dehors de l'école, puisque d'autres lieux d'éducation formalisés ont repris peu ou prou la forme scolaire. Et puis, on voit que donc, il y a la scolarisation de contextes d'action extrascolaire, donc la scolarisation notamment d'espaces-temps familiaux, puisque l'enjeu de l'école reste important pour les familles et que donc les écoles, que des temps passés dans la famille sont consacrés en fait au travail scolaire, ce qui n'est pas compris dans les 20%. La scolarisation des politiques d'éducation, parce que quand on parle de politique d'éducation, tout de suite, on pense école et presque rien qu'école, alors qu'il y a les 80 autres % du temps qui sont aussi des temps
potentiellement éducatifs. La scolarisation des sciences de l'éducation, ça je l'ai dit tout à l'heure. L'omnubilation, le fait que les chercheurs soient omnubilés par l'école et pas assez par d'autres formes d'éducation. Et la scolarisation des mots, puisque je ne le dirai pas ici, mais enfin j'ai fait une analyse notamment beaucoup des mots, apprendre, former, éduquer, tout ça est pollué en quelque sorte par l'institution scolaire, parce que quelque part, quand on dit apprendre, quand on dit former, quand on dit éduquer, ce qui vient en tête, c'est d'abord l'école, quoi. Voilà. Et il faut pouvoir, donc ça construit l'imaginaire, dont je vais parler tout à l'heure. Donc voilà la première partie. Et donc l'école est devenue hégémonique, elle occupe encore une place énorme, et pourtant, j'affirme que l'école perd sa centralité. Parce que la forme scolaire est défiée, parce que le programme éducatif national s'essouffle et parce que le système éducatif se désagrège. Donc les trois formes, en quelque sorte, sont mises en question. Et donc je vais reprendre chacun de ces niveaux. Donc la forme scolaire est défiée, et là c'est sans doute là qu'il y a moyen de faire sans doute des ponts avec vos recherches sur le coaching, puisque on pourrait dire que le coaching, ça institue des contextes d'action qui ont une forme spécifique, différente de la forme scolaire. Et donc, je reprends mes 4 principes que j'ai dit tout à l'heure pour caractériser la forme scolaire. Et quelque part, je situe, si vous voulez, chaque fois la forme scolaire dans le point inférieur gauche d'un diagramme en avec 2 axes, qui, quelque part, montre la manière dont on peut s'éloigner du principe standard, type de la forme scolaire. Et donc, par rapport à la programmation, donc par rapport au fait qu'on définit les chemins pas à pas, etc., quelque part, la programmation, c'est une rationalisation des contenus. Enfin, ce que moi j'ai appelé une rationalisation des contenus. Donc, on sait ce qu'on veut faire apprendre et on part de ce contenu pour le saucissonner, le morceler, etc., et dire, ben voilà, il faut commencer par ça, parce que c'est sur cette base-là qu'on pourra construire la deuxième brique, et mettre etc., etc. Donc, on rationalise les contenus, et ça, c'est la caractéristique clé de la forme scolaire, qui, par contre, jusqu'il y a peu, parce que tout ça bouge pour l'instant, rationalisait peu les processus, c'est-à-dire les processus d'apprentissage, qui restaient quand même globalement une boîte noire. C'est-à-dire, on mettait l'élève devant l'addition, puis la soustraction, puis la division, etc. Et on s'intéressait relativement peu à la manière dont certains allaient réussir à apprendre ça et d'autres, au contraire, allaient caler. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Donc, on rationalisait essentiellement les contenus, on ne rationalisait pas trop les processus. Mais la rationalisation des processus, elle avance de plus en plus maintenant, notamment suite au développement des sciences psychologiques qui s'intéressent à des variables comme le sentiment d'efficacité, etc., avec les neurosciences, etc. Et donc, on s'intéresse de plus en plus au processus. Et on peut aussi avoir des formes qui dérationalisent les contenus. C'est-à-dire que on a des personnes qui affirment qu'il ne faut pas nécessairement, la meilleure façon d'apprendre les maths n'est pas nécessairement, ou l'écriture, n'est pas nécessairement d'apprendre d'abord pour l'écriture les syllabes, etc., etc. Et donc voilà, donc il y a un espace dans lequel la forme scolaire typique occupe le coin inférieur gauche, mais dans lequel peuvent se développer d'autres formes. Et puis le deuxième principe, c'est le principe d'indifférenciation, et là, auquel on peut opposer la différenciation des méthodes. On n'apprendra pas de la même façon à X ou à Y, ou la différenciation des objectifs. On ne cherchera pas nécessairement à faire apprendre à tous exactement la même chose. Ce n'est pas le projet qu'on se donne. Et donc, on peut de nouveau situer l'école dans le coin inférieur gauche, mais il y a d'autres possibles. Troisième principe, celui de la transmission, auquel on peut opposer la co-construction des savoirs ou la co-définition des objectifs. Et là, de nouveau, on a un espace assez large. Et puis, dernier principe, celui du cloisonnement. Donc, on distingue clairement
l'école de son environnement, le temps de l'école du temps de vie externe, et là auquel on peut opposer le décloisonnement des savoirs avec le développement notamment de l'interdisciplinarité, etc., des éducations etc., et le décloisonnement de l'apprendre et de l'agir, où là on dit c'est en agissant et pas en agissant qu'on apprend, et pas un agir qui n'est pas conçu uniquement comme un exercice scolaire, mais vraiment un agir qui a du sens et qui constitue réellement un agir. Et donc, on a là... et donc, si vous voulez, la manière dont j'ai défini la forme scolaire, c'est... Enfin, la forme des contextes d'action, c'est la combinaison d'un positionnement sur ces 4 graphiques-là. Donc, ces positionnements, je les appelle principes, et chaque forme alternative à la forme scolaire devrait, selon mon schéma conceptuel, être définie par un positionnement sur chacun des 4 graphiques. Hein. Et donc, on voit, si vous voulez, on est dans une période où on voit se multiplier les formes. Et donc, j'ai distingué là les couleurs, bleu pour plus ce qui est l'extrascolaire, parce que donc tout ce qui se développe en dehors de l'école se développe avec davantage de liberté de forme. On peut, disons, beaucoup plus facilement explorer l'univers des possibles, en quelque sorte. En dehors de l'école, c'est plus facile que dans l'école elle-même, parce que il y a toujours cette forme administrée des systèmes, ce lien avec la forme nationale, et puis avec toute l'histoire de la forme scolaire, des contextes d'action. Mais malgré tout, dans l'école, on voit se développer des choses. Mais vous voyez, je les ai figurées là de manière très, très subjective, avec des petits ronds jaunes, parce que quelque part, c'est de dire que l'école, en quelque sorte, on voit y apparaître d'autres formes que la forme scolaire canonique, mais de manière dispersée dans certaines écoles, mais aussi dans certains cours à l'intérieur d'une école, parce que les enseignants ne partagent pas nécessairement les mêmes objectifs. Mais vous voyez, c'est davantage, l'hypothèse que je fais, si vous voulez, c'est que c'est davantage sur l'axe horizontal que sur l'axe vertical. Parce que l'axe horizontal, quelque part, est surtout centré sur les méthodes. Et par contre, elle a beaucoup plus de mal à accepter une différenciation des objectifs. Ou en tous les cas, par exemple, que les élèves participent à la définition d'objectifs, qu'ils les construisent, ou que l'école ne se donne pas uniquement comme objectif d'apprendre, mais aussi d'agir. Vous voyez ? Donc, il y a de la différenciation. Donc, la forme scolaire est mise au défi, surtout par des initiatives à l'extérieur des écoles, mais aussi, mais de manière plus limitée, par des initiatives au sein de l'école. Deuxième caractéristique, le programme éducatif national, qui, selon moi, s'essouffle. Le programme éducatif national, ça consiste en quelque sorte à établir les rapports entre le je, nous, il, tu, vous, nous, etc. Donc, le programme éducatif national suppose l'existence d'un nous, un nous qui idéalement correspond à la nation. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'instant? C'est que, enfin pour l'instant depuis déjà plusieurs dizaines d'années, c'est que la subjectivation s'impose au nous. Le processus de subjectivation s'impose au nous. Et le processus de subjectivation, c'est quoi? C'est à la fois un processus historique, mais aussi un processus biographique qui conduit l'individu à se percevoir et se vouloir comme une entité indivise, à la fois indivise et distincte de son environnement. Évidemment, indivise, on sait bien qu'on est plein de contradictions, qu'on ne se comporte pas nécessairement de la même façon ici ou ailleurs, et distincte de son environnement, alors qu'on sait que tout individu est socialement construit. Mais quelque part, la subjectivation, c'est plus la volonté de tendre vers un individu qui est unifié et un individu qui n'est pas complètement défini par son environnement.
et qui donc est autonome par rapport à son environnement. Donc ce désir de subjectivation, en quelque sorte, met le nous national au défi. Et couplé à cette subjectivation, il y a évidemment la responsabilisation des jeux. Mais puisque vous voulez devenir un sujet donc plutôt qu'un objet, un sujet, quelque part, vous êtes amené à vous responsabiliser. Et c'est un processus qui est à la fois désiré, mais aussi imposé à ceux qui, aux perdants de la compétition, en quelque sorte. Donc, tous les processus d'activation des chômeurs, etc., rentrent là-dedans. Vous devez vous prendre en main, vous devez vous construire, vous êtes responsable de votre vie, au-delà de ce que la société vous a fait, vous a infligé. Et donc, ce processus conduit l'individu à devenir responsable de ses choix de vie. Il doit se mobiliser dans toutes les sphères de vie et il doit accélérer son rythme de vie. Donc là, je fais référence notamment aux thèses de Martuccelli ou de Hartmut Rosa. Voilà. Donc, ce double processus de subjectivation et de responsabilisation met en question le programme éducatif national. Donc, il y a le rejet d'une éducation qui consisterait à faire incorporer un nous dans les jeux et à incorporer donc de ce fait-là les jeux dans un nous, à assimiler, intégrer complètement les jeux dans le nous. Il y a en même temps une attente d'une éducation qui vise la capacitation, l'augmentation des ressources, l'accumulation des ressources. Je vois, Véronique, que tu es mal placée parce que tu veux que je... Enfin, je sais... l'accumulation des ressources, voilà. Et donc, j'ai analysé notamment, si vous voulez, l'équivalent des missions définies pour la communauté française, les 4 fameuses missions dont pour moi, on s'enorgueillit à tort. Et j'ai regardé ça dans une quinzaine de pays européens. Et on observe quelque chose, enfin une relative convergence, avec des petits accents différents, mais quand même, on voit une certaine tentative de redéfinition d'un programme éducatif national qui laisse place, si vous voulez, à la subjectivation et à la responsabilisation. Mais quelque part, qui participe pour moi au détricotage du nous. Enfin, en tous les cas, du nous tel qu'il était conçu à l'échelle nationale. Puisque, à travers ces grandes finalités qui sont définies par les différents systèmes, on voit donc un jeu qu'on veut révéler à lui-même et épanouir, parfois comme s'il préexistait, comme s'il y avait un jeu qui préexistait à la société, et qu'il fallait trouver, en dehors de tout ce qu'on avait accumulé au-dessus de lui, et dont il faut développer essentiellement des qualités processuelles, donc notamment l'indépendance d'esprit, la capacité critique, l'esprit d'entreprendre, dont on nous rabat les oreilles continuellement, la capacité d'adaptation et la volonté, alors ça c'est encore pire, la volonté d'apprendre tout au long de la vie. Il faut absolument que vous appreniez tout au long de la vie. C'est absolument indispensable et donc ce sont des qualités processuelles, puisque quelque part, en même temps, pratiquement aucun des textes donne une définition substantielle de l'individu idéal, quoi. On ne dit pas qu'il doit être un bon chrétien, qu'il doit se comporter de telle et telle manière. Tout ce qu'on dit éventuellement, c'est qu'il doit adopter une vie saine. Voilà. Mais bon, ça ne gâche pas trop. Voilà. Mais c'est un jeu qui doit tenir compte des tu, des vous, des il et des elle qui l'entourent. Et donc, ces jeux, ils doivent respecter les autres. Ils doivent oser les rencontrer pour enrichir leur propre processus de subjectivation. Ils doivent vivre en paix avec eux et dans une certaine égalité. Alors, on insiste beaucoup sur l'égalité des genres, presque comme s'il n'y avait pas d'autres inégalités.
Et quand on parle d'inégalité socio-économique, on parle d'égalité des chances. Un concept que je combats fortement, parce que voilà, quand on parle d'égalité à l'école, on parle essentiellement d'égalité des chances. Et ça suppose qu'on ne conçoit pas qu'on puisse s'attaquer à l'inégalité des places pour lesquelles on essaye d'égaliser les chances d'accès. Et le nous là-dedans, le nous là-dedans, quelque part, il est un peu rikiki. D'abord, souvent, on parle de la société. Alors, c'est quoi la société? C'est quoi? C'est la société nationale? C'est la société européenne? C'est la société mondiale? Peu de textes spécifient ça, mais la plupart, à mon avis, supposent comme étant acquis que la société, ça correspond à celle qui correspond au contour du système scolaire national. Voilà. Donc, un nous dont chacun doit se sentir responsable. Ah, ça, là, ça, on aime bien le mot responsable. Responsable. Donc, l'individu ne doit pas seulement être responsable de lui-même, il doit aussi être responsable du nous. Il doit agir en responsable et qu'il est appelé à développer. Ça aussi, on aime bien le mot développer. Mais développer, c'est pas changer. Hein. Même s'il y a l'un ou l'autre texte qui davantage sont ouverts au changement. Et donc, développer, alors ça c'est aussi le mainstream qui dit on ne peut pas faire un texte sur les finalités de l'école sans parler de développement durable, parce que là, le discours environnemental a percolé. Et voilà. Et donc, voilà, enfin, ici j'ai fortement synthétisé, mais en gros, quand on regarde ces textes-là, c'est ça qui est dit, quoi. Et donc, ça institue une certaine forme de relation entre les je, les tu, les nous, les vous, etc. Et donc, en gros, on pourrait dire que c'est intérioriser une nouvelle forme d'intégration, mais une intégration qui n'aurait plus tant besoin du nous de forme nationale, mais simplement dont les systèmes scolaires nationaux seraient l'opérateur. Hein, mais l'objectif n'est plus tant de construire un nous national, et donc privilégierait des nous électifs et moins stables. Hein. Alors, vous allez me dire tout de suite qu'il y a évidemment des retours en arrière. Hein. Il y a comme des systèmes comme en Hongrie, etc., où on essaie évidemment de revenir au nous national. Alors, donc j'ai parlé donc de la forme scolaire des contextes d'action, j'ai parlé de la forme nationale de l'environnement dans lequel se développe le système scolaire, et maintenant donc je parle des systèmes qui étaient donc administrés et qui maintenant, selon moi, se désagrègent. On a donc de plus en plus un système de demande et d'offres et de rencontres entre demande et offres. Des demandes donc qui s'individualisent et qui s'éducationnalisent. Quand je dis éducationnaliser, c'est-à-dire qui ont tendance à faire appel à une éducation formelle plutôt qu'informelle. Mais formelle n'étant pas uniquement l'école, formelle pouvant être du coaching, etc. Donc, et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une croissance des demandes d'éducation rationalisées, mais donc la rationalisation des contenus, la rationalisation des processus que j'ai décrits tout à l'heure, hein, et que l'école ne peut pas absorber seule, parce qu'il y a tellement de demandes que les 20% de temps dont l'école dispose ne peut pas absorber tout, même si elle essaye à travers les éducations, etc., de prendre en charge tout, l'éducation sexuelle, affective, l'éducation à l'entrepreneuriat, l'éducation au choix, l'éducation à la citoyenneté, etc., etc. Et on observe donc aussi une diversification des demandes, en partie dans l'école, mais aussi en dehors de l'école. Du côté de l'offre, qu'est-ce qu'on voit? Mais là, donc, vous le savez, si vous travaillez sur le coaching, il y a une pluralisation de l'offre, une offre plus agile aussi, donc avec des processus donc, de privatisation et de financiarisation. Privatisation rampante du scolaire, plus ou moins rapide selon les pays, mais massive dans l'extrascolaire. Et avec vraiment le développement de la financiarisation, il faut voir donc les organismes, les associations ou les médias qui surveillent toutes ces opérations continues de rachat d'entreprises, parce que maintenant on parle de plus en plus d'entreprises éducatives,
par des entreprises plus grosses qu'elles ou par des holdings financiers. Hein. Donc, privatisation et financiarisation, pluralisation des acteurs, avec l'éclosion continue de nouveaux acteurs, ça n'arrête pas, il y a toujours de nouveaux acteurs, et dans le même temps, consolidation d'un certain nombre de macro-acteurs. On pense évidemment à ceux qui, parmi les GAFAM, investissent fortement le système éducatif, mais on pense aussi, par exemple, si vous regardez les courses cyclistes, à Education First, qui est un des sponsors d'une équipe et qui donc s'est développé à partir des cours de langue à l'étranger et qui maintenant est devenu un complexe énorme. Et voilà. Et à l'intérieur de ces macro-acteurs, on a des opérations de rachat et ces macro-acteurs sont à l'affût des nouveaux acteurs innovants qu'ils se pressent de remettre dans leur escarcelle dès qu'ils prennent un peu d'ampleur. Voilà. Et puis alors, on a donc des modèles organisationnels qui diffèrent du modèle administré, hein, évidemment, avec déjà rien qu'avec tous les intervenants associatifs qui interviennent dans les écoles pour les éducations là, hein, qui sont plus dans une logique de projet plus agile, etc. Et puis, dans les parties financières, on a vraiment aussi, par exemple, le développement de la franchise. Bon, il n'y a pas que chez Deleuze. Par exemple, dans les opérateurs d'apprentissage des langues étrangères, on a énormément ce système-là de franchisé. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a un concept, développe un concept, et puis le développe en franchise. Et puis donc, entre l'offre et la demande, il y a évidemment la rencontre entre l'offre et la demande, avec comme caractéristique la volonté de sécuriser la transaction, de la rendre efficace par des dispositifs que j'appelle d'interfaçage. Et donc, il faut quelque part, le maître mot, c'est diagnostiquer. Il faut diagnostiquer d'un côté les acquis d'apprentissage pour les certifier, les écarts à la norme positifs ou négatifs pour les traiter de manière spécifique, les attentes et les aspirations pour orienter l'éducation au choix. Donc, diagnostiquer du côté de la demande et étiqueter, classer et labelliser du côté de l'offre. C'est fou le nombre de labels qui se développent. Hein. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'alimentation. Voilà, donc on étiquette, on classe les offres éducatives, et puis on a besoin d'évaluateurs pour faire ça, et puis on étiquette aussi les évaluateurs, on les labellise, il y a les bons évaluateurs, il y a ceux, voilà. Et donc c'est un système sans fin, en quelque sorte. Et voilà donc pour moi comment peu à peu les systèmes scolaires administrés se désagrègent au profit de ce que j'appelle un système global marchandisé. Donc les systèmes scolaires nationaux composés d'écoles, pour moi, se fragmentent parce que les écoles se différencient de plus en plus les unes des autres. On est toujours surpris quand je dis ça en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'on a l'impression qu'avant, il y avait les réseaux qui dominaient, qui dictaient leurs lois, et puis on voit tout doucement apparaître quand même une communauté française qui est un peu plus intrusive et qui impose davantage de normes communes aux écoles, mais ces normes, en fait, elles ne portent pas vraiment sur les finalités éducatives. Elles portent sur des référentiels, tatillons, l'administration, pour moi, poussée à son sommet. Donc, avec vraiment ce que je disais tantôt, la rationalisation des contenus. Hein. En première, dans le domaine de la géographie, on doit apprendre ça, et puis après, on apprend ça, etc. etc. Mais indépendamment de ça, il y a une différenciation des pédagogies, une ségrégation des publics qui existe déjà depuis longtemps. Et donc, peu à peu, on a en Belgique francophone aussi bien des écoles dites à pédagogie nouvelle, mais enfin qui sont des pédagogies d'il y a un siècle pratiquement, hein, mais des écoles traditionnelles, des écoles qui veulent séparer les garçons et les filles, des écoles musulmanes, protestantes, des écoles privées, hein, notamment pour des expats, etc., etc. Et donc tout ça donc le système scolaire national se fragmente.
Et puis, on a une multiplication et diversification des offreurs éducateurs en dehors de l'école. Et donc, et aussi un estompement des frontières nationales, puisque de plus en plus, les cursus en présentiel ou en virtuel débordent des frontières, notamment grâce au développement du numérique. Et donc, les établissements scolaires s'insèrent dans un marché éducatif qui lui-même, pour moi, s'insère dans un système global marchandisé, puisque quelque part, le produit éducatif, quelque part, devient de plus en plus comparable avec d'autres produits qui ne sont pas des produits éducatifs. Et donc, on intègre de plus en plus toutes ces offres éducatives dans un vaste marché globalisé, mondialisé. Et on a donc un processus de marchandisation qui se manifeste notamment à travers les mots, puisqu'un élève tente à devenir un usager et peut-être bientôt un client. On s'en plaint beaucoup, où le service public se privatise, voire se financiarise, où les établissements deviennent des entreprises, voire des industries, parce qu'on parle vraiment d'industrie d'éducation, notamment grâce dans le domaine du numérique, et des obligations d'apprendre qui deviennent des contractualisations, qui pourraient devenir des transactions marchandes. Voilà. Mais donc, quand je dis marchandiser, ça ne veut pas dire nécessairement marchandiser à travers un prix, hein, mais c'est vraiment la marchandisation du produit, hein, et l'éthos du consommateur, hein, et l'éthos de l'entrepreneur qui offre. Voilà. Et donc, l'école n'est-elle pas devenue un vieux meuble hérité que l'on garde par habitude plus que par conviction? Vous voyez qu'on rafistole au fur et à mesure, et puis qu'on met au grenier peu à peu, même sans jamais l'avoir vraiment décidé. À un moment donné, bon, on dit que voilà, où on garde certains tiroirs peut-être, hein, mais plus la structure. Hein, voilà, il pourra encore exister des écoles, il existera sûrement encore des écoles longtemps, mais peut-être plus tellement dans un système scolaire unifié. Et donc, pour moi, il est temps de se poser la question, voulons-nous encore entretenir un système scolaire national ou soutenir le déploiement d'un système global marchandisé? Parce que je pense que si on posait vraiment la question aux gens, je crois que beaucoup seraient d'accord pour dire je suis d'accord pour un système global marchandisé. Pourquoi? Parce que on ne voit plus vraiment l'utilité, l'efficacité d'un système scolaire national, parce que quelque part, le projet que défendent les systèmes scolaires nationaux sont en fait un projet qui consiste à diluer le nous, ou en tous les cas recomposer le nous, et à faire en sorte que de plus en plus de gens se disent qu'un système scolaire unifié, c'est pas le plus pertinent pour moi, pour mon projet d'individualisation, de subjectivation, de responsabilisation, etc. Et donc pour moi, si vous voulez, on est à un temps où l'enjeu central pour moi, c'est l'imaginaire. Je veux dire, si on veut traiter la question dont je parlais, que je disais tout à l'heure, voulons-nous encore entretenir un système scolaire national ou soutenir? Et si on veut que la réponse ne soit pas le déploiement d'un système global marchandisé, ou que celui-ci s'impose peu à peu sans qu'on ait vraiment décidé consciemment de le vouloir, on doit travailler à la racine, c'est-à-dire sur l'imaginaire. Et donc le concept d'imaginaire, je vous l'ai dit tantôt, je le reprends de Castoriadis, donc qui définit l'imaginaire social comme étant les significations imaginaires sociales. Donc ce sont des significations, c'est-à-dire c'est un sens parmi d'autres sens possibles qui sont attribués à une chose. Donc en fait, à travers le langage notamment, on attribue un sens à du réel en quelque sorte, mais c'est vraiment un sens parmi beaucoup d'autres. Quand on dit cheval, à travers ce mot se charrient des sens qui ne sont pas les mêmes ici sans doute que chez les Sioux, en tous les cas il y a un siècle. Voilà, donc des significations imaginaires, parce que le sens qui est attribué aux choses, ce n'est pas un sens ni rationnel, enfin, en tous les cas, qu'on ne peut pas définir uniquement comme étant rationnel, fonctionnel
ou reflet complet de la réalité. Donc, il y a une part imaginaire et sociale parce que ce qu'il veut introduire à travers le concept d'imaginaire social, c'est le sens qui est socialement partagé par les individus d'une société donnée. Et donc, l'imaginaire social, pour lui, c'est un infrapouvoir qui est quasi invisible, mais qui est profondément structurant et qui a une composante instituée et instituante. Donc, sur la face instituée, c'est l'imaginaire, donc, parce que l'imaginaire social partagé par une société participe vraiment à la reproduction de cette société et des aides sociaux qui la constituent, et elle y participe en étant couplée à des institutions secondes dont elle est dont elle constitue la fondation. Donc, l'État, la justice, l'école, le marché, c'est l'hypothèse, sont toutes structurées sur base d'un imaginaire commun, qui est leur base en quelque sorte. Il y a une base instituante parce que l'imaginaire social, même s'il est profondément institué, profondément partagé, ne peut empêcher l'imaginaire l'émergence de significations nouvelles. Il y a toujours ce que Castoriadis appelle l'imaginaire radical. Vous avez beau être enfermé dans prison, etc., sous une dictature, il est toujours possible de penser autrement. Il est toujours possible qu'émergent de nouvelles significations. Il est impossible de contrôler complètement l'imaginaire, même s'il a une grande force. Et donc, cet imaginaire radical est potentiellement donc porteur de processus instituants, porteuse de changements. Et l'imaginaire aussi, ça c'est l'hypothèse de Castoriadis, s'altère de manière souterraine et de manière constante, un peu à la manière du langage. Le langage se transforme. Bon, il est toujours très difficile de retracer vraiment le pourquoi du comment. Le langage s'est transformé, pourquoi un mot est apparu à un moment donné, pourquoi le sens attribué à un mot a changé. Et que ce nouveau sens est imposé peu à peu socialement. Donc l'imaginaire se transforme. Le langage n'est qu'un des supports de l'imaginaire. Ce n'est pas le seul support. Il est essentiel, évidemment, mais ce n'est pas le seul support. Et donc, en fait, ce que Castoriadis amène avec le concept d'imaginaire, c'est une conception culturelle du changement. Et ce concept donc m'a intéressé pour plusieurs raisons, parce que donc il permet de penser à la fois la reproduction et le changement, ce que Castoriadis appelle le social historique. Hein. L'institué ne peut éradiquer l'imaginaire radical et transgressif, qui peut donc amener à une altération et une modification de l'imaginaire et des institutions sur lesquelles et qui reposent sur elles. Il met le doigt aussi sur des facteurs communs à toutes les catégories de population. Et ça me paraît aussi essentiel, parce que souvent, donc, en sociologie en particulier, on s'intéresse beaucoup aux facteurs qui différencient, par exemple, les classes populaires et les classes dominantes. Mais l'idée ici, à travers le concept d'imaginaire social, c'est que l'on soit dominant ou dominé, il y a malgré tout un imaginaire commun qu'on partage. Et donc, ça veut dire aussi que quelque part, potentiellement, le changement n'est pas uniquement dû aux dominants. Les dominés peuvent aussi changer leur référent, changer leur imaginaire et participer potentiellement au changement de l'imaginaire social. Et donc, il donne du poids, donc, comme je l'ai dit, aux facteurs culturels par rapport aux facteurs structurels, sans nier les facteurs structurels. Mais souvent, quand même, je trouve qu'on a fortement marginalisé les facteurs culturels du changement. Et donc, ce que Castoriadis dit, c'est que les structures ne peuvent vivre que si les significations sous-jacentes sont investies par les populations, sont acceptées. Si à un moment donné, les populations ne croient plus, ne partagent plus l'imaginaire, ne partagent plus le sens, les institutions s'étiolent. Le concept d'imaginaire a aussi le grand avantage de lier l'individuel et le social, puisque quelque part, l'imaginaire, il est incorporé au sein de chacun de nous dans nos schèmes cognitifs et émotionnels.
Et donc, c'est vrai, évidemment important quand on veut traiter d'éducation, puisque l'éducation est censée agir sur les chaînes individuelles et à travers là, éventuellement, d'avoir un impact social. Et enfin, il donne du sens au travail d'analyse des significations et de leur redéfinition. Donc, ce que j'essaye de faire, cela, pour moi, a du sens de dévoiler le cœur de l'imaginaire social, parce que c'est comme ça qu'on atteint les racines de l'ordre institué. Et qu'éventuellement, on peut donner un petit coup de pouce au processus instituant. Et donc, j'ai fait en partie sur base de Castoriadis, mais aussi un peu en le transformant, donc un peu une rapide histoire de l'imaginaire au fil de la modernité. Donc, on vient de quoi? On vient d'une hétéronomie, on vient d'un imaginaire hétéronome. Les sociétés donc traditionnelles, c'était quoi? C'était la tradition. On devait reproduire ce que les ancêtres avaient fait, ou le divin. C'est Dieu qui institue l'ordre et on doit le respecter. Il échappe aux hommes, même si dans les faits, ce sont les hommes qui les ont, les humains qui les ont constitués, mais voilà. Et donc, peu à peu, c'est donc cet imaginaire s'altère du fait de deux quêtes, la quête d'autonomie et la quête de compréhension rationnelle du monde, qui sont articulées l'une à l'autre. Hein. La quête d'autonomie qui est, selon Castoriadis, antérieure à la quête de compréhension rationnelle du monde. La quête d'autonomie qui relève déjà donc des cités hein, qui ont voulu devenir indépendantes de leur seigneur. Et donc, l'autonomie, c'est quoi? C'est fixer individuellement et collectivement ses propres lois. Et c'est couplé peu à peu avec la quête de compréhension rationnelle du monde, où quelque part, on propose à toute une série de phénomènes des explications qui ne relèvent plus de la tradition ou du divin, mais qui sont donc proposées comme étant une construction humaine, et donc sur laquelle on peut avoir une prise, qui est la base de notre recherche d'autonomie. Hein. Donc, quête d'autonomie et quête de compréhension rationnelle du monde, c'est en quelque sorte ce que les Lumières ont essayé de développer, mais ça reste extrêmement marginal. Hein. Donc, on parle de l'époque moderne, mais dans l'époque moderne, longtemps subsiste chez la majorité des individus l'imaginaire hétéronome. L'imaginaire moderne s'impose peu à peu un imaginaire donc, qui couple autonomie et raison. Et cet imaginaire, en quelque sorte, se diffuse tout en se transformant. Dans l'époque plus récente, en fait, du fait du capitalisme notamment, du fait des sciences et des techniques, en quelque sorte, on popularise la quête des modernes, mais en la transformant. Donc, en transformant la quête d'autonomie en quête de liberté sans limite, c'est-à-dire assouvir ses désirs, que ces désirs soient ou non conditionnés. Or, la quête d'autonomie initiale, c'était essayer d'être le moins soumis à des conditionnements, hein, définir ses propres lois, même si on sait que on n'échappe jamais totalement au conditionnement. Enfin, l'idée, c'était de... Tandis qu'ici, on est plus dans une quête de liberté sans limite, c'est-à-dire faire ce que je veux quand je veux. Même si ce que je veux est totalement manipulé et conditionné. Ce qui m'importe, c'est de réaliser mes désirs. Et c'est couplé à la quête de mise à disposition du monde. On veut repousser indéfiniment les limites du champ des possibles. Ça, c'est au niveau collectif, et grâce à la science et aux technologies et au capitalisme, enfin, en tous les cas à l'industrialisation. Hein. Et au niveau individuel, on veut pouvoir avoir accès au maximum de l'éventail de ces possibles, on veut accumuler des ressources. Accumuler des ressources de quelque nature que ce soit, des capitaux. Et donc, la quête, si vous voulez, qui couplait autonomie et raison, est devenue une quête de liberté et de puissance. C'est la puissance au service de ma liberté. Mes libertés dans une acception relativement restrictive et édulcorée. Hein. Et donc,
cette altération de l'imaginaire, pour moi, est couplée aux évolutions éducatives que j'ai décrites. Puisque quelque part, la quête de maîtrise, ça veut dire qu'on a des demandes, des dispositifs d'apprentissage plus efficaces que ceux mis en place par l'école. La quête de liberté individuelle, ben, ça demande, donc on a des demandes de subjectivation et de diversification des finalités et des méthodes éducatives. Et l'une et l'autre quête, en quelque sorte, amènent le développement de dispositifs d'interfaçage qui sont tout à fait nécessaires pour que je puisse comparer, sélectionner, choisir, saisir des opportunités quand elles se présentent, trouver la conciliation entre l'offre et la demande, le temps d'un bref échange, accumuler des ressources, construire mon chemin personnel et recommencer sans cesse ce cycle d'accumulation de puissance. Et donc, il y a une obsession de la puissance, si vous voulez. La puissance. Donc, dans la partie propositionnelle, je distingue vraiment puissance et pouvoir. Pour moi, c'est un élément essentiel de mon analyse. La puissance, si vous voulez, c'est détenir des ressources que je peux mobiliser pour avoir du pouvoir, mais du pouvoir sur autrui ou sur moi. Et le pouvoir, tel que je le définis, c'est le pouvoir sur soi ou le pouvoir sur nous, le pouvoir autonome sur soi ou sur la capacité de fixer mes propres lois ou de collectivement fixer nos propres lois. Et moi, je prétends qu'on a abdiqué, si vous voulez, la quête de ce pouvoir sur soi ou sur nous, et qu'on l'a abdiqué, qu'on lui a préféré la quête de puissance, qu'on ne met pas nécessairement au service d'un accroissement du pouvoir sur soi, en tous les cas, d'une égalisation des pouvoirs sur soi. Bon. Donc ça, c'est l'imaginaire dominant. Mais en même temps, je vous l'ai dit, l'imaginaire, il est travaillé. On a vu combien de temps il a fallu aux modernes précoces pour que la modernité s'impose et en même temps soit progressivement modifiée. Hein. Et de même manière, on pourrait dire que l'imaginaire social dominant, qui est celui que je viens d'essayer de vous décrire, il est travaillé. Il est travaillé par notamment 4 critiques. La critique écologique, la critique humaniste, la critique démocratique et la critique politique. Ces critiques, elles sont potentiellement vecteurs d'un nouvel imaginaire. Et en même temps, elles sont récupérables à l'imaginaire constant, potentiellement. Et donc, tout mon travail, si vous voulez, dans la partie propositionnelle, consiste à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces critiques permettent de sortir de l'imaginaire dominant actuellement. Parce que les critiques prises une à une, si vous voulez, elles peuvent très bien être récupérées. Et donc, c'est la dernière dia que je présente. Donc, la critique écologique, on la connaît. Hein, la critique écologique rend manifeste ce que Castoriadis appelle la pseudo-rationalité du projet de maîtrise rationnelle du monde, hein, soi-disant rationnelle du monde. En même temps, elle est travaillée quand même parce qu'on reste profondément, on adhère profondément à une liberté individuelle, y compris nous, hein, nous ici les intellectuels, hein, je veux dire, parce que donc nous on se vante d'avoir des produits, enfin d'être à la recherche de produits de qualité, contrairement à beaucoup d'autres qui, voilà, mais on aurait quand même du mal à abdiquer cette liberté individuelle, le choix, même si nos choix sont conditionnés, nous aussi. Donc, parce que cette liberté individuelle, si vous voulez, elle est perçue comme inséparable de la mise à disposition du monde. Si nous pouvons exercer notre liberté de choix, c'est parce que quelque part, des gens qu'on conteste par ailleurs, des scientifiques liés à l'industrie, au capitalisme, etc., nous procurent des choses, comme par exemple le fait de pouvoir se mettre en ligne. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, alors, il y a aussi la foi dans les technosciences qui permettrait, selon certains, de résoudre le problème écologique. Donc, la critique écologique est assez radicale et en même temps, bon, il y a des formes moins radicales qui peuvent être absorbées par l'imaginaire dominant. Il en va de même pour l'humanisme, la critique humaniste. Effectivement,
des individus, et notamment ceux qui sont parmi l'élite, les dominants, connaissent des crises existentielles, qui peuvent donc se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là à toujours être en quête de puissance et à ne savoir jamais finalement ce qu'on cherche fondamentalement et à toujours accumuler des ressources pour finalement quelle fin? On perçoit aussi des risques d'aliénation et de déshumanisation liés aux nouvelles technologies, biotechnologies ou technologies informatiques. Et en même temps, on voit combien le système nous offre de réponses marchandes, souvent illusoires, mais parfois convaincantes pour calmer ses souffrances, nous divertir, détourner l'attention, nous donner du plaisir, nous sentir quand même de temps en temps humains. Et puis la critique démocratique, là je pointe la question des inégalités. Donc effectivement, on voit que l'imaginaire actuel est profondément producteur d'inégalités, d'accroissement d'inégalités de puissance et de pouvoir. Et en même temps, on voit combien cette critique démocratique peut être récupérée, notamment du fait que les systèmes scolaires, notamment, insistent beaucoup sur l'égalisation des puissances à travers l'égalité des chances, plus que sur l'égalisation des pouvoirs. Or, moi, je me dis qu'un système scolaire national devrait avoir pour objectif premier l'égalisation des pouvoirs de chacun sur lui-même plutôt que et de la participation de chacun au pouvoir du nous sur lui-même que l'égalisation des puissances d'accès qui permettent d'accéder aux places inégales. Et puis, la critique politique, on est tous conscients du fait que les entités politiques sont de plus en plus incapables de déterminer librement leur finalité. Le politique devient une gestion, le citoyen la boude de plus en plus. Et en même temps, on voit que cette critique politique peut déboucher sur des alternatives qui sont dangereuses, d'extrême droite, d'extrême gauche, éventuellement aussi des promesses souverainistes qui excluent, qui sont illibérales, voilà, et sans garantie que la nation qui opte pour ce projet ne soit pas à un moment donné récupérée de facto par le système global mondialisé. Voilà. Et donc, j'en termine là, même si ça ouvre sur la question d'une toute autre quête. Voilà. Merci beaucoup.